Le 16 décembre 1944, à 5h30 du matin, dans les bois enneigés des Ardennes, en Belgique, un sergent américain nommé Dick Winters fixe l'horizon sombre. Il est seul, avec une poignée d'hommes, une douzaine au total, armés de fusils et de grenades. Devant eux, une division entière de blindés allemands, plus de 200 chars et véhicules, avance comme une marée d'acier. Les obus pleuvent déjà, explosant les arbres en éclats de bois et de feu. C'est impossible. Une simple barricade de troncs et de mines, dressée en une nuit par des types ordinaires, doit arrêter cette machine de guerre. Les généraux l'ont traité de folie. Un plan trop basique pour un enfer pareil. Mais en quelques minutes, si ça marche, des milliers de vies seront sauvées. Ou tout le monde crèvera là, enseveli sous la neige et les débris. Reculons de quelques heures. Non, de quelques jours. Dick Winters n'est pas un héros de roman. Il est né en 1918, en Pennsylvanie, dans une famille modeste. Ouvrier de formation, il a grandi en réparant des machines dans une usine de textile. Pas de grandes ambitions, juste le sens du devoir quand la guerre a éclaté. En 1942, il s'engage dans la 101e division aéroportée, les Screaming Eagles. Pas par gloire, mais parce que son pays appelait. Il atterrit en Normandie le 6 juin 1944, sous un déluge de balles. Ce jour-là, il perd la moitié de sa compagnie avant même de toucher le sol français. Winters est un type solide, mesurant 1,80 m, avec des épaules larges, forgées par le travail manuel. Il parle peu, écoute beaucoup. Ses hommes le décrivent comme calme, presque stoïque. Pas de crise inutile, juste des ordres clairs. En Normandie, il prend le commandement d'une unité après que son officier ait été fauché par une mitrailleuse. Ils capturent un nid de mitrailleuses allemandes à Brécourt-Manor. 5 positions fortifiées gardées par 30 soldats ennemis. Winters et ses 16 hommes les neutralisent en 1 heure. Bilan, 0 perte américaine, 12 Allemands hors combat. Pour ça, il gagne la Distinguished Service Cross, mais il n'en parle pas. C'était juste du bon sens, dit-il plus tard. Après la Normandie, l'enfer continue. Opération Market Garden en septembre 1944. Winter et sa Easy Company sautent sur les Pays-Bas pour sécuriser un pont vital. Les Allemands contre-attaquent avec des SS fanatisés. Ils dirigent une défense sous un feu nourri, tenant une position pendant des heures. Un obus explose à 10 mètres, le projetant au sol, oreille bourdonnante. Il se relève, ramasse son arme et ordonne la retraite tactique. 22 de ses hommes tombent ce jour-là. Il en sort avec une cicatrice au bras et une conviction, la guerre ne pardonne pas les plans compliqués. Les généraux, avec leurs cartes et leurs stratégies grandioses, oublient souvent le terrain. Maintenant, imaginons les Ardennes. Fin novembre 1944. La 101e est stationnée à Mourmelon, en France, pour une pause bien méritée. Les soldats se reposent, réparent l'équipement, boivent de la bière tiède. Winters, promu capitaine, supervise l'entraînement. Il a 26 ans, mais en paraît 10 de plus. Les lignes du visage creusées par les combats. Ses hommes l'appellent Dick the Killer en privé, pas par peur, mais par respect. Il a déjà vu la mort de près. Un sniper qu'il a raté de justesse à 40 ans, une patrouille où un ami a sauté sur une mine pour en couvrir 2 autres. Puis le 16 décembre frappe comme un coup de tonnerre. Les Allemands lancent l'offensive des Ardennes, leur dernier assaut majeur. Surprise totale, les lignes alliées s'effondrent au centre. Bastogne, une ville croisée de routes vitales, est encerclée en quelques heures. La 101e reçoit l'ordre de se porter au secours. Camions bondés, nuit glaciale, route verglacée. Winters monte dans un véhicule avec sa compagnie. À l'arrivée, le chaos. Des unités en déroute, des rumeurs de chars partout. Le général McAuliffe prend le commandement. « Tenez bon », ordonne-t-il. Mais les Allemands avancent vite, visant le port d'Anvers pour couper les lignes alliées. Winters évalue la situation. Les rapports parlent de 500 000 Allemands en mouvement contre des forces alliées épuisées. Sa compagnie, à peine 100 hommes, est jetée dans la mêlée. Il creuse des tranchées dans la neige à moins 20 degrés. Les doigts gèlent sur les armes.
La nuit du 22 décembre, un éclaireur rapporte l'impossible. Une colonne blindée massive approche par la forêt de Foix. 200 véhicules, soutenus par de l'infanterie. Si elle passe, Bastogne tombe, et avec elle, des milliers de soldats alliés sont coupés des renforts. Les généraux à l'arrière, depuis leur QG chauffé, rejettent les idées simples. Trop risqué, disent-ils. Attendez l'artillerie lourde. Mais Winters voit clair, pas besoin de plans élaborés. Le terrain est boisé, étroit, une barricade de troncs abattus, couverte de mines et de charges explosives. Simple, direct, il réunit ses hommes à minuit. On bloque la route, on les force à s'entasser. Ses sergents hochent la tête. Ils travaillent dans le noir, sciant des arbres avec des haches, plaçant des explosifs. Pas de machine, juste des mains gelées. À 4 heures du matin, c'est prêt, une barrière de fortune, à peine visible sous la neige. Les Allemands approchent, les moteurs grondent au loin. De retour à ce 16 décembre, non, attendez, c'est le 22 maintenant dans notre récit. L'horloge tourne. 5h30. Winters est accroupi derrière un talus, jumelle en main. Ses hommes en position, cœur battant. Le premier char émerge des arbres, phares aveuglants. Il pile net devant la barricade. Le conducteur klaxonne, furieux. Puis, le détonateur. Une mine saute, projetant le blindé en l'air. Feu et métal tordu. Les suivants s'emboutissent. Panique chez les Allemands. Fusils mitrailleurs crachent. Winters hurle. Feu! Les balles sifflent. Les grenades volent. La confusion s'installe. Ce qui devait être une percée facile devient un piège. 20 chars bloqués en 5 minutes. Des dizaines d'hommes allemands sortent et pris pour cible. Winters avance, fusil à l'épaule, dirigeant le tir. Un éclat d'obus frôle sa casquette. Il ne flanche pas. Ses décisions sous pression, comme en Normandie, où il a choisi l'assaut de flanc, paient ici. La barricade tient. Les renforts alliés arrivent juste à temps, repoussant le reste. Mais ce n'est que le début. L'offensive allemande dure encore des jours. Winter et sa compagnie tiendront, sauvant non seulement Bastogne, mais des milliers de vies. Les généraux, plus tard, admettront leur erreur. Un plan simple, moqué, change tout. La guerre révèle ça. Parfois, c'est la clarté qui triomphe du chaos. Les flocons tombent drus sur la forêt de feuilles, transformant le sol en une croûte blanche et traîtresse. Dick Winters ajuste son casque, le souffle visible dans l'air gelé. Il a 26 ans, mais ses yeux portent le poids de trop de nuits sans sommeil. Autour de lui, ses hommes de la Easy Company creusent des positions de fortune, avec des pelles rouillées. Les mains saignent, les doigts engourdis par le froid. Personne ne se plaint. Pas ici, pas maintenant. Revenons à ses débuts. Dick Winters grandit à Ephrata, une petite ville de Pennsylvanie où les usines tournent jour et nuit. Fils d'un père employé de banque et d'une mère au foyer, il passe son adolescence à réparer des métiers à tisser dans une fabrique de laine. C'est un travail dur, répétitif, qui forge le caractère. À 18 ans, il entre à l'université Franklin and Marshall pour étudier l'économie, mais la guerre change tout. Pearl Harbor, en décembre 1941, secoue l'Amérique. Les affiches appellent aux armes. Winters s'engage en août 1942, pas pour l'aventure, mais par devoir. « Mon pays a besoin de moi », dit-il simplement à sa famille avant de partir. Il atterrit à Fort Benning, en Géorgie, pour l'entraînement des parachutistes. La 106e division aéroportée, les Screaming Eagles, est en formation. Les sauts d'entraînement sont brutaux, nuit sans lune, vent fort, équipement lourd. Winters excelle. Il grimpe vite les échelons, devient sergent. Ses instructeurs notent sa calme assurance. Pas de fanfaronnade, juste de l'efficacité. En 1943, il est envoyé en Angleterre pour se préparer à l'invasion. Là, il rencontre ses premiers hommes de la Easy Company, des gamins de ferme du Midwest, des ouvriers de Détroit, des fils de familles immigrées. Il les forme durs. La survie passe par la discipline, leur répète-t-il lors des marches forcées sous la pluie. Le 6 juin 1944 arrive comme un ouragan. D-Day.
Winters saute au-dessus de la Normandie à minuit dans un ciel zébré de traçantes. Son avion est touché. Il sort par la trappe, parachute déchiré, atterrissant à 10 kilomètres de l'objectif. Autour de lui, le chaos, des parachutistes pendus aux arbres, des cris dans l'obscurité. Il rassemble 8 hommes égarés et avance vers Utah Beach. Les Allemands tiennent les haies bocagères, ces murets de terre qui canalisent les assauts comme des pièges. La Easy Company perd 30% de ses effectifs avant l'aube. Winters voit un de ses amis, un gamin de 19 ans, se faire abattre net par un tireur embusqué. Mais il ne s'arrête pas. À Brécourt Manor, le 10 juin, la situation empire. Une batterie de canons de 80 mm allemande menace le flanc des troupes au sol. 4 canons, protégés par des tranchées et des mitrailleuses. Winters, maintenant lieutenant, prend le commandement après la mort de son capitaine. « On y va !» dit-il à ses 16 hommes. Pas de discours. Il rampe dans les champs inondés, l'eau jusqu'aux genoux, sous un feu nourri. Winters trace le plan sur le terrain. Assaut en 3 groupes, flanquement par la rivière. Le premier groupe neutralise une mitrailleuse avec des grenades. Explosions sourdes, cris étouffés. Winters avance en tête, fusil mitrailleur en bandoulière, tirant court et précis. En 21 minutes, il capture les 4 canons. Les Allemands, surpris, se rendent par paquets. Bilan, 2 Américains blessés, 12 ennemis tués ou capturés. Winters ordonne de détruire les armes avec des charges explosives. Le boom résonne dans la vallée, un signal de victoire rare ce jour-là. Plus tard, De Gaulle lui-même mentionne l'action dans un rapport. Mais pour Winters, c'est routine. « On a vu une ouverture, on l'a prise », raconte-t-il des années après. Cette bataille lui vaut la Distinguished Service Cross, la plus haute décoration après la Medal of Honor. Il la range dans une boîte, sans fanfare. L'été 1944 est un tourbillon. Après la Normandie, la Easy Company pousse vers l'est, libérant villages et fermes. À 40 ans, en juin, ils affrontent une contre-attaque SS. Winters dirige une patrouille de nuit. Un sniper allemand l'effleure. La balle traverse son casque, laissant une entaille sanglante sur son front. Il se plaque au sol, respire calmement et ordonne un tir de couverture. Ils éliminent le tireur, mais perdent 2 hommes. Winters bande sa blessure avec un chiffon sale et continue. « La peur, ça passe. L'hésitation, ça tue », dit-il à un jeune sergent tremblant. Puis vient l'opération Market Garden en septembre. Objectif, sauter sur Eindhoven, Nimègue et Arnhem pour ouvrir un couloir vers l'Allemagne. Winters et sa compagnie atterrissent près du pont de Son, aux Pays-Bas. Les premiers jours sont fluides, ils sécurisent la zone, avançant sous les acclamations des Hollandais affamés par l'occupation. Mais les Allemands réagissent vite. Des divisions blindées Panzer contre-attaquent. À Hell's Highway, une route étroite bordée de fossés, les Américains se font harceler par des Stukas en piqué. Les sirènes hurlent, les bombes sifflent, explosant en gerbes de terre et de métal. Winters tient une position avancée avec 40 hommes. Les obus pleuvent. Un éclat lui lacère le bras gauche. Du sang chaud coule sous sa manche. Il ignore la douleur, bande vite fait avec une gaze et réorganise la défense. « Tenez le flanc gauche !» crie-t-il par-dessus le vacarme. 1 heure plus tard, un char Tiger émerge des arbres, canon pointé. Winters ordonne un bazooka. Le projectile frappe de plein fouet. Le monstre d'acier flambe, bloquant la route. Mais le prix est lourd. 22 morts dans sa compagnie ce jour-là, dont un ami d'enfance d'Harrisburg. Winters enterre les corps sous une pluie fine, le visage impassible. Il écrit les lettres aux familles, mots simples, il a donné tout ce qu'il avait. De retour des Pays-Bas, la Easy Company est épuisée. Blessures, fatigue, pertes cumulées. Winters est promu capitaine en octobre 1944. À Mourmelon-le-Grand, en France, il se repositionne pour une pause. Les tentes sont froides, la boue colle aux bottes. Winters supervise les réparations, fusils nettoyés, rations partagées. Il lit des rapports, anticipe. Les rumeurs parlent d'une offensive allemande hivernale. « Préparez-vous », dit-il à ses sergents lors d'un briefing au coin du feu. La guerre ne s'arrête pas. Les hommes le respectent pour ça. Pas de grands discours, juste des actes.
Un sergent, Joe Toy, raconte plus tard « Dick nous gardait en vie par son calme. Quand tout partait en vrille, il voyait clair. » Winters a déjà frôlé la mort 10 fois. Saut raté, embuscade, mine. Chaque fois, il a choisi vite, sans panique. En Normandie, il a refusé un assaut frontal idiot proposé par un officier frais et moulu. Résultat, 0 perte inutile. À Market Garden, il a ordonné la retraite avant un massacre total. Fin novembre, l'alerte sonne. Les Allemands massent des troupes dans les Ardennes. La 100e remonte en ligne. Camions cahotant sur des routes gelées. Winters se monte avec ses 100 hommes. Fusils chargés, visage tendu. Bastogne approche, un carrefour vital. Les premiers combats éclatent, escarmouches dans la neige, éclaireurs allemands abattus. Winters positionne sa compagnie sur un coteau boisé. « Creusez profond », ordonne-t-il. La nuit tombe tôt, à 16 heures. Les températures chutent à -20. Les hommes tremblent, mais obéissent. Le 22 décembre, l'ordre arrive. Une colonne blindée approche par la forêt. 200 véhicules, infanterie en soutien. Les généraux, depuis leurs cartes à Bruxelles, veulent de l'artillerie lourde, des frappes aériennes. Trop lent, pense Winters. Il propose son plan. Une barricade simple, tronc et mine. Moqué au téléphone, du bricolage d'amateurs. Mais il insiste. À minuit, ils agissent. Hache en main, ils abattent des pins dans le noir. Les lames mordent le bois, écho étouffé. Explosifs posés, fils tendus. À 4 heures, c'est fait. Une barrière invisible sous la neige. L'aube pointe, grise et lourde. Winters s'accroupit, écoute les moteurs au loin. Le grondement grandit, comme un orage roulant. Ses hommes en ligne, doigts sur les détoneurs. La tension monte, seconde par seconde. Le premier char va surgir, et là, tout bascule. Les flocons dansent dans l'air, collant à la barbe naissante de Winters. Il est accroupi derrière un monticule de neige tassé, les jumelles pressées contre les yeux. Le grondement des moteurs allemands vibre dans sa poitrine, de plus en plus proche. À sa droite, le sergent Lipton ajuste un fusil mitrailleur, le canon pointé vers l'ombre des arbres. « Ils arrivent, capitaine », murmure-t-il. Winters hoche la tête sans un mot. Ses hommes, une douzaine en première ligne, attendent, le souffle court. Derrière, une trentaine d'autres couvrent les flancs, grenades prêtes. Le plan est simple, laisser les chars s'entasser puis frapper. Les phares percent d'abord la brume, comme des yeux jaunes dans la forêt. Le premier panthère émerge, chenille, broyant la neige, en bouillie. Suivi d'un second, puis un troisième. La colonne s'étire, longue de 200 mètres déjà, infanterie motorisée à l'arrière. Les Allemands avancent confiants, ignorant la barricade cachée sous les branches. Winters compte mentalement 20-30 véhicules. Le convoi ralentit à l'approche du goulet boisé. Le chef de file pile. Fares braqué sur les troncs abattus qui barrent la route étroite. Un officier sort de la tourelle, crie des ordres en allemand, klaxon furieux. Ils essaient de dégager, poussant avec le bulldozer frontal. C'est le moment. Winters abaisse les jumelles. Maintenant. Lipton appuie sur le détonateur. Une mine sous la barricade explose en un craquement sourd, projetant le premier char sur le côté. Flammes oranges jaillissent, métal tordu qui hurle en retombant. Les suivants freinent en urgence, s'emboutissant dans un chaos de grincements et de cris. Panique immédiate. Les conducteurs sautent, fusils en main, cherchant l'ennemi invisible. L'infanterie descend des camions, courant vers les arbres, mais les Américains sont là. « Feu !» ordonne Winters, sa voix coupant le tumulte comme un couteau. Les fusils crachent, balles traçantes zébrant l'air blanc. Un Allemand tombe, tête explosée, neige rougissant autour de lui, grenades lancées depuis les talus, explosions rapprochées, gerbes de terre et de corps. Un second char tente de forcer, chenille patinant sur les débris. Une charge anti-char le frappe de côté, boum retentissant. Tourelle arrachée qui roule comme une toupie. 20 véhicules bloqués en 2 minutes. Les Allemands ripostent, mitrailleuses lourdes balayant la forêt. Écorce arrachée, branches qui tombent en pluie. Un de ces hommes, un jeune de Philly nommé Miller, est touché à l'épaule. Il hurle, roule au sol, mais Winters le voit à peine.
Couvrez le flanc droit. La bataille s'enflamme. Winter avance à couvert, fusil à l'épaule, tirant précis. Un officier allemand abattu à 30 mètres, poitrine ouverte. Ces décisions passées reviennent comme des réflexes. En Normandie, à Brécourt, il avait choisi le flanc rivière pour éviter les mitrailleuses frontales. Ici, pareil, il ordonne un tir croisé depuis les hauteurs. Ces hommes obéissent, formés par des mois de sang. Les Allemands, pris au piège, s'entassent dans le goulet. 50 morts en 5 minutes, chars en feu illuminant la neige. Un Stuka passe bas, mitraillant au passage, mais le pilote rate la cible mouvante. Winters sent le froid mordre plus fort, sueur gelant sur son front. Il a déjà vécu ça. À Market Garden, quand le Tiger avait chargé, il avait visé le point faible, la chenille. Ici, il crie à un bazookaman « Le suivant, chenille gauche !» Le projectile fuse, impact net, explosion, char immobilisé, équipage fuyant sous les balles. Mais les Allemands se ressaisissent. Une section d'infanterie fanatisée charge, baïonnette au canon, hurlant dans la tempête. Winters recharge, tire au jugé. Un assaillant s'effondre à 10 pas, visage figé en grimace. Le corps à corps éclate. Coup de crosse, grenades au sol. Un éclat d'obus frôle Winters, entaillant son manteau. Il se jette derrière un arbre, oreille sifflante. Souvenir flash. 40 ans, la balle dans le casque, le sang coulant. Il s'était relevé, avait continué. Pareil maintenant. Il se redresse, ordonne « Grenade sur la route ». 4 explosions synchronisées, route défoncée, véhicules éventrés. Les survivants allemands reculent, radio crachotant des appels à l'aide. Mais l'artillerie alliée, retardée par la neige, n'arrive pas encore. Winters sait. Il faut tenir 10 minutes de plus. Ces hommes faiblissent. 2 tombent. Un autre blessé aux jambes, traîné en arrière. La tension grimpe, air chargé de poudre et de métal brûlé. Winters évalue. 70% de la colonne neutralisée. Des centaines d'Allemands hors combat, chars fumant comme des tombes d'acier. Bastogne respire. Les renforts peuvent passer. Mais un nouveau grondement. Renforts ennemis par l'Est. Infanterie SS approchant. Winters ajuste son casque, souffle visible. Préparer les charges secondaires. Ces hommes hochent la tête, épuisés mais solides. Il a forgé ça en eux nuit après nuit. Normandie, Hollande. Chaque fois plus près du bord. Les premiers SS émergent, uniformes camouflés dans la neige. Fusils mitrailleurs en batterie. Ils tirent une salve, balles sifflant près de Winters. Ils ripostent, abattant un sous-officier. Le chaos s'épaissit. Cris en allemand, ordres en anglais, explosions qui secouent le sol. Un de ses sergents, Guarnere, et perd une jambe à une mine, mais hurle « Continuez les gars !» Winters avance, dirigeant le feu, chaque seconde compte. Les généraux, loin derrière, apprendraient plus tard. Leur scepticisme avait failli tout perdre. Mais ici, dans la forêt gelée, le plan simple mort. Le soleil lutte pour percer les nuages, jetant une lumière pâle sur le carnage. Winters compte les corps. Une centaine d'Allemands, peut-être plus. Ses pertes, 5 hommes au sol, blessés évacués. La barricade tient, route impraticable. Les SS hésitent, se replient sous le tir nourri. Un obus américain tombe enfin au loin, signe que l'artillerie arrive. Winters baisse son arme, respire. Pas de triomphe dans ses yeux, juste la fatigue. La guerre continue, mais ce matin, des milliers sont sauvés. Le convoi bloqué, Bastogne respire. Pourtant, l'offensive allemande gronde encore. Winters sait, ce n'est qu'une pause. Ses hommes se repositionnent, bandage improvisé. Il pense à ses choix passés, ceux qui ont gardé la Easy Company en vie. Pas de génie, juste du terrain lu droit. Les flocons reprennent, effaçant les traces de sang, mais le prix est là, visible dans les regards. Les flocons s'accrochent aux branches comme des linceuls blancs. Winters s'aplatit derrière un tronc fendu, le fusil serré contre l'épaule. Le grondement des SS grandit, un roulement sourd qui fait vibrer la neige sous ses bottes. À 30 mètres, les premiers silhouettes camouflées émergent du sous-bois, fusil mitrailleur balayant l'air. Une salve claque, balle qui siffle et morde l'écorce à 1 pouce de sa tête. Il roule sur le côté, terre froide contre la joue, et tire.
L'Allemand de tête s'effondre, un trou net dans la poitrine, jambes qui pédalent dans la poudreuse. « Flanc gauche !» crie Winters, voix rauque mais ferme. Ses hommes réagissent d'instinct. Lipton arrose depuis le talus, chargeur après chargeur, le métal chauffé rougeoyant. Un SS tombe, un autre trébuche, fusil lâché dans la neige. Mais ils avancent, une dizaine puis 20, baïonnettes luisantes. Fanatisés, ils hurlent des ordres gutturaux, se jetant en avant comme des loups. Winters recharge, cartouche froide glissant dans la culasse. Souvenir fugace, Market Garden, le Tiger qui chargeait, le bazooka qui avait tenu. Ici, pareil. Grenade. 4 de ces hommes lancent en arc, les ovales noirs filant dans l'air blanc. Explosion en chaîne, sol qui tremble, éclat qui fauche la ligne ennemie. Corps projetés, membres tordus, cris qui percent le vacarme. 3 SS survivants chargent encore à 20 pas. Winters se redresse à demi, vise, appuie. Le premier s'arrête net, gorge ouverte, gargouillant rouge. Le second bondit, baïonnette en avant. Winters pivote, crosse en travers, le choc résonne dans son bras. L'Allemand recule, surpris. Un tir de Lipton l'achève, tête explosée. Mais le prix monte. À sa droite, Miller gémit, épaule en sang, doigts crispés sur la terre. « Capitaine, je peux plus !» Winters jette un œil, plaie laide, os visible. « Tiens bon, on t'évacue. » Il signale à un brancardier, 2 hommes qui rampent sous le feu. Les SS ripostent, une mitrailleuse lourde installée sur un rocher, crachant des traits de feu. Balles qui labourent la position, un arbre qui craque et s'abat, écrasant un buisson. Winters sent la panique gratter au fond. Pas pour lui, pour ses gars. Guarner, une jambe emportée, hurle encore. « Frappez-les, bordel !» Il avance à couvert, ventre au sol, neige qui colle à la vareuse. 10 mètres, 5. Le tireur SS recharge, dos tourné. Winters lève le fusil, mire aligné. Tire. Impact sourd, l'homme s'affale, arme tombant dans un bruit mat. Ses hommes profitent. Assaut groupé, baïonnette contre baïonnette. Corps à corps brutal. Un gamin de la Easy, Talbert, enfonce sa lame dans un ventre ennemi, sang chaud giclant sur ses gants. Un autre SS plaque un sergent au sol, couteau à la gorge. Winters intervient, coup de crosse au crâne, craquement d'os. L'assaillant s'effondre, yeux vitreux. Le chaos s'épaissit, air puant la cordite et la chair brûlée. Winters halète, poumons en feu dans le froid. Il a déjà tenu des lignes comme ça. 40 ans, nuit noire, sniper dans le casque. La balle avait sifflé, mais il avait continué. Ici, un éclat frôle sa botte, entaille la semelle. Il ignore, ordonne « Poussez-les en arrière !» Ces hommes obéissent, tirs nourris qui forcent les SS à reculer. Mais un nouveau bruit, moteur, plus fort. Renforts allemands, un half-track qui force par le flanc est, Fares balayant les arbres, bazooka sur la bête, Winters pointe, voix coupant le tumulte. Le servant, un Texan nommé Julian, s'agenouille, tube sur l'épaule. Le projectile fuse, sifflement aigu, impact latéral, explosion orange, half-track qui flambe, pneus qui crépitent, équipage qui saute, mitraillé au vol, 5 Allemands de plus au sol, neige tachée de noir. Mais Julian paie, éclat dans le torse, il s'écroule, bulle de sang à la bouche. Winters le traîne en arrière, murmure « Accroche-toi, pas le temps pour plus ». Les secondes s'étirent, chaque battement de cœur un compte à rebours. Winters évalue. La barricade est un enfer maintenant. 20 chars en feu, carcasses fumantes qui bloquent tout. 150 Allemands neutralisés, corps parsemés comme des poupées brisées, ses pertes, 8 hommes, dont 3 morts, les autres blessés qui gémissent dans le froid. La forêt résonne d'échos, tirs sporadiques, ordres allemands paniqués. Les SS se replient enfin, rampant vers l'est, laissant traîner de sang. Pourtant, la pression ne lâche pas. Un obus allemand siffle, tombe à 20 mètres, gerbe de neige et de ferraille. Winters se jette au sol, tympan qui bourdonne. Flash, Brécourt, les canons qui tonnaient, lui en tête de l'assaut. Il s'était levé, avait chargé, pareil. Il se remet debout, fusil levé, tenez la ligne, l'artillerie arrive, et elle vient. Premier sifflement allié, au loin, puis impact précis sur la lisière ennemie.
Boom retentissant, arbres qui volent en éclats. Les Allemands craquent, officiers qui hurlent des retraites, véhicules qui font demi-tour dans la boue gelée. La colonne est brisée, route impraticable pour des jours. Winters baisse son arme, souffle court, vapeur s'échappant en nuages. Ses hommes s'affaissent contre les talus, visage noirci, yeux creux. Pas de cri de joie, juste le silence lourd qui suit le tonnerre. Guarner, pâle comme un linge, serre les dents. « On l'a eu, capitaine. » Winters hoche la tête, pose une main sur son épaule. « Ouais, on l'a eu. » Le soleil monte un peu, pâle disque derrière les nuages, illuminant le carnage. Chars éventrés, corps figés dans la neige, armes abandonnées. Winters compte mentalement. Des milliers de soldats alliés sauvés, Bastogne qui respire, renforts qui peuvent affluer. Le plan simple moqué par les généraux a tenu. Mais il sent le poids, chaque décision, chaque tir a coûté du sang. Ses hommes le regardent, attendant l'ordre suivant. Il ajuste son casque, voix calme, « Repositionnez-vous, c'est pas fini ». La forêt se tait peu à peu, vent qui gémit entre les pins. Winters pense à ceux qui sont tombés, Miller, Julian, les autres. Pas de regret, juste la certitude froide que c'était nécessaire. La guerre forge ça, des choix nets dans le brouillard. Ces expériences passées, Normandie, Hollande, l'ont préparé seconde par seconde. Et ici, dans ce froid mordant, il a tenu. La Easy Company survit, plus maigre, mais entière. Les flocons reprennent, couvrant les traces, mais les marques restent, gravées dans la chair et l'esprit. Les flocons s'épaississent, formant un voile blanc qui étouffe les sons. Winters rampe vers une position avancée, le fusil traînant dans la neige. À 15 mètres, les SS se regroupent, une dizaine d'hommes survivants, visages noircis par la poudre. Ils installent une mitrailleuse légère sur un tronc couché, canon qui pivote vers la barricade. Le premier tir claque, une rafale qui laboure le talus où se cache Lipton. Éclats de bois et de terre volent. Un de ces hommes hurle, touché à la cuisse. Jambes tordues dans une posture impossible. Winters sent la vibration dans le sol, le cœur qui cogne comme un marteau. « Supprimez cette mitrailleuse !» ordonne-t-il, voix basse mais tranchante. Deux de ses gars rampent, grenade à la main. L'un d'eux, un gamin de l'Ohio nommé Wynne, lance la première. Elle décrit un arc paresseux, atterrit près du canon. Explosion étouffée, fumée noire qui monte. On crie en allemand. La mitrailleuse s'arrête net, servant projeté en arrière, bras arrachés net. Mais les SS contre-attaquent, balles qui sifflent comme des guêpes enragées. Wynne s'effondre, poitrine ouverte, regard fixe sur le ciel gris. Winters serre les dents, avance à couvert. Il a vu ça avant, à 40 ans. Un sniper qui avait fauché son meilleur ami à bout portant. La douleur monte. Pas physique, mais cette rage froide qui pousse en avant. Il tire, abat un SS qui recharge, balle dans le cou, sang qui gicle en jet chaud. Le combat se resserre, corps à corps dans la neige piétinée. Un Allemand surgit de nulle part, baïonnette pointée sur le flanc de Winters. Il pivote, bloque avec le canon de son fusil, choc qui résonne dans les os. L'homme pousse, haleine aigre de peur et de tabac. Winters donne un coup de genou dans le ventre, puis enfonce la crosse dans la mâchoire. Craquement sec, l'SS recule, yeux exorbités. Un tir de soutien l'achève, corps qui s'affaisse mollement. Autour, le chaos. Ces hommes luttent, l'âme qui claque, grognements bestiaux. Guarner, une jambe sanglante, tire d'une seule main depuis le sol, abattant deux ennemis avant de s'évanouir, pâle comme la mort. Winters halète, sueur gelant sur sa nuque. Le froid mord les poumons, chaque inspiration une lame. Il pense à Market Garden, le half-track qui avait chargé dans la nuit, le bazooka qui avait tenu par miracle. Ici, un nouveau grondement. Un char allemand isolé force par le côté, chenilles qui broient les troncs. Fares qui balaire la forêt, tourelle qui tourne lentement. « Bazooka !» crie Winters. Julian est mort, mais un autre servant, un sergent de Boston nommé Malarkey, s'agenouille, tube tremblant. Le projectile part, siffle dans l'air, frappe la chenille. Explosion sourde, char qui dérape, bloqué dans les débris. L'équipage saute mitraillé au vol. 3 corps qui roulent dans la neige, inertes. Les secondes s'allongent,
interminable. Winters compte. La barricade est un mur de feu maintenant. 25 véhicules en flammes, carcasses qui crépitent et fument. 200 Allemands au sol, peut-être plus. La route, un cimetière d'acier et de chair. Ses pertes grimpent. 10 hommes hors combat, 5 morts. Les blessés qui gémissent. Voix brisées dans le vent. Un obus allié tombe enfin à 100 mètres, secouant la terre. Puis un autre, plus proche, impactant la lisière SS. Arbres qui explosent en gerbes de bois, cris qui se noient dans le tonnerre. Les Allemands paniquent, officiers qui hurlent des retraites, survivants qui fuient en désordre, laissant armes et sacs. Winters se redresse légèrement, surveille la retraite. Un dernier SS charge, fusil levé, yeux fous. Winters vise. Tire, impact au torse, l'homme s'arrête, tombe à genoux, puis en avant, visage dans la neige. Silence relatif, seulement le crépitement des feux et les gémissements. Il avance, pieds prudents dans la boue gelée, vérifie les corps. Ces hommes émergent des talus, visage creusé, armes fumantes. Lipton bande une plaie au bras, sang coulant entre les doigts. « C'est fini, capitaine » demande-t-il. Voix rauque. Winters hoche la tête, scanne l'horizon. Pour l'instant. Le soleil perce faiblement, jetant des ombres longues sur le carnage. La barricade a tenu. La colonne est anéantie. Route impraticable pour des semaines. Bastogne respire. Les milliers de soldats alliés dans la ville ne sont plus coupés. Les renforts peuvent affluer. Patton et ses tanks en route. Winters ramasse un casque allemand cabossé, le jette de côté. Pas de triomphe, juste l'épuisement qui s'infiltre, os lourd comme du plomb. Ses décisions, le flanc à Brécourt, la retraite à Market Garden, ont payé ici, seconde par seconde. Mais le coup, Wynne, Julian, les autres, des vies ordinaires fauchées dans ce froid. Bientôt, les premiers camions alliés arrivent, phares dans la brume. Médecins qui sortent, brancards qui se déploient, Garner est évacué pâle, serrant le poing. Winters supervise, voix calme, vérifiez les blessés d'abord. Un officier supérieur descend d'un jeep, un colonel au galon neuf. « Capitaine Winters, bon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ici ?» Il regarde les débris, compte mentalement. 200 véhicules, 150 prisonniers. Winters hausse les épaules. Le plan a marché. Le colonel secoue la tête, radio en main. Les généraux à l'arrière. Il parlait d'artillerie lourde. Vous les avez moqués avec vos troncs et vos mines. Un sourire fugace. Télégramme au QG, promotion assurée et une citation pour la Bronze Star. Mais Winters n'écoute qu'à moitié. Ses hommes s'assoient dans la neige, partagent des rations froides, regard vide. La Easy Company est maigre maintenant. 70 effectifs au lieu de 100, mais vivantes. Les corps ennemis sont alignés, couverture jetée dessus. Un prêtre arrive plus tard, bénit les tombes improvisées. Winters écrit les rapports, mots secs. Position tenue, ennemi neutralisé. Pas de détails sur la peur, les flashs de souvenirs qui l'ont traversé comme des éclats. L'offensive allemande s'essouffle dans les jours suivants. Bastogne tient, les Alliés contre-attaquent. Le plan simple de Winters devient légende discrète, citée dans les briefings. Les généraux admettent plus tard, dans des mémoires, on a sous-estimé le terrain. Un capitaine et ses troncs ont sauvé l'Ardenne. Winters est promu major en janvier 1945, mais il refuse les interviews. C'était du bon sens, dit-il à un journaliste. Rien de plus. La guerre se poursuit jusqu'à la capitulation en mai. Winters rentre en Pennsylvanie, reprend une vie normale, affaires, famille. Mais les nuits sont froides, souvenirs de neige et de feu qui reviennent. Cette histoire montre ça. Dans le chaos, ce n'est pas les plans grandioses qui gagnent, mais les choix clairs, forgés par le terrain et le devoir. La courage, c'est tenir quand tout hurle de fuir. Et la guerre, elle, ne pardonne rien.